Tout de suite, émission. Mais lorsque tout le monde sait qu'en RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la allez-y, enchaînez-vous aussi. Enchaînez-vous aussi. J'ai dit ceci, que la MONUSCO, Vous voyez ce monsieur, et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Bonsoir à tous et bienvenue justement dans votre émission Grande Politique, cette émission qui traite justement des différentes actualités politiques. Aujourd'hui, nous allons devoir nous pencher sur des questions majeures. Premièrement, nous allons parler de l'infiltration dans différentes institutions publiques de l'État, ce fait qui est dénoncé par plusieurs acteurs politiques, même voire même certains Congolais qui parlent de cette infiltration justement dans différentes institutions de l'État. Et en deuxième partie de cette émission, nous allons parler de cette loi sur la répartition des sièges déjà adoptée à l'Assemblée nationale du Parlement congolais. Et pour en parler, je reçois pour vous différentes personnalités politiques déjà sur ces plateaux. Je commence par M. Placide Kishuko. Il est de l'Hélicidé, parti cher Martin Fayoulou. Bonsoir M. Placide et bienvenue dans cette émission. Bonsoir M. Ali, bonsoir à mes deux co-débatteurs de ce soir, à tous vos téléspectateurs et merci de nous associer à ce débat. Merci à vous justement d'avoir honoré à notre invitation, à notre invité sur ce plateau. Il s'agit de Vicky Moukeba, il est de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Bonsoir Monsieur Vicky, merci d'être de la partie. Bonsoir Monsieur Ali Pascal, bonsoir à tous nos téléspectateurs, mais aussi bonsoir à tous mes co-débatteurs de ce soir. Merci à vous justement d'être notre invité de ce soir. Un autre invité, il s'agit de Jérémy Bonza, il est du Nouvel Élan. Bonsoir Monsieur Jérémy, bienvenue. Merci Monsieur Ali, bonsoir à celles et ceux qui nous suivent en ce net moment et bonsoir aussi à mes co-débatteurs et merci pour cette invitation pour parler République. Et donc c'est avec cette ossature que nous allons devoir justement aborder différentes questions politiques bien évidemment. Nous allons commencer par cette infiltration bien évidemment dénoncée par plusieurs acteurs politiques. Monsieur Jérémy Bonza, je commence par vous. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette infiltration dans différentes institutions publiques de l'État? Merci M. Ali pour cette question. Déjà, il faut noter que, parlant de l'infiltration dans notre pays, cela remonte déjà aux années 1994, à la suite du génocide qui s'est passé au Rwanda. La communauté internationale à cette époque avait demandé à la RDC à l'époque d'ouvrir des frontières pour accueillir le réfugié rwandais, ceux qui fouillaient le massacre qui s'est passé au Rwanda. Alors, il s'est fait que, après un certain temps, il aura fallu retourner tous ces réfugiés qui étaient venus, mais il s'avère que certains déjà étaient déjà dans des universités, certains déjà avaient de l'ancrage au niveau de notre pays. Et c'est qu'aujourd'hui, nous puissions avoir déjà de l'infiltration. Mais c'est là, c'est vrai, cela est arrivé, c'est un fait. Mais aujourd'hui déjà, nous sentons que nous avons le gouvernement en place.
qui est appelé à extirper tous ces dont nous appelons les infiltrés. Mais aujourd'hui aussi, il y a une grande question, c'est que pour arriver à extirper, parce que ces gens-là doivent répondre, parce que quand on regarde la structure de nos institutions aujourd'hui, qui est infiltrée, ça c'est une réalité. Maintenant, comment arriver à extirper toutes ces personnes-là qui sont infiltrées? Parce qu'il faut les noter que toutes ces personnes-là constituent une grave menace contre la stabilité de nos institutions. Et d'ailleurs, nous l'avons vu au cours de cette législature. Vous avez vu comment est-ce que l'année passée, Christophe Mbosso a même dit qu'il y a des infiltrés, mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas vu qu'il y ait des procès, ou nous n'avons pas vu qu'il y ait une démarche à propos pour extirper toutes ces personnes et les déférer devant la justice. Même aussi, s'il arrivait aussi qu'on puisse déférer toutes ces personnes à la justice, mais là, aujourd'hui, il y a aussi la question de la qualité de la justice. La justice est inféodée. Aujourd'hui, rappelez-vous, dernièrement, il y a eu un député qui a été condamné pour détournement. Mais après, il a été, pas même acquitté, il est sorti de la prison dans le sens de dire que le président de la République m'a dit de sortir. Et d'ailleurs, la ministre de la Justice, ça n'est même plein à ses propos. Mais aujourd'hui, c'est bien beau, il y a les infiltrés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser des actes et extirper toutes ces personnes. Mais après avoir extirpé... Quel genre d'actes, par exemple, les actes dont vous évoquez les ici? actes, notamment, c'est arriver, parce que nous avons un service de renseignement. Parce que c'est au niveau des grandes institutions, les institutions qui gèrent même, que ce soit dans l'armée, parlons juste même dans l'armée. Si aujourd'hui il y a ces personnes-là qui sont des étrangers corrompus, qui se retrouvent dans nos institutions, qui se retrouvent dans l'armée, dans l'administration, et qui travaillent en défaveur des intérêts de la République, mais juste pour donner des infiltrations, pour donner des informations plutôt à ceux qui sont en train de nous vouloir les mal. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est dénicher toutes ces personnes. Ça passe par notamment les services de renseignement qui doivent mettre toutes ces personnes devant la justice pour que ces personnes répondent de leurs actes. Notamment dans le sens que comment est-ce qu'on peut avoir une personne qui se dit congolais mais qui donne des informations à l'étranger. Merci à vous. Pour chuter, et permettez que je puisse chuter, au-delà de ça, ce qu'il faut permettre aujourd'hui les actes, c'est que chaque service doit travailler, principalement les services de renseignement, doit travailler pour ôter toutes ces personnes qui sont aujourd'hui comme étrangers et qui mettent à mal nos institutions. Merci à vous, monsieur Jérémy Bonza, pour cette intervention. Monsieur Vicky, comment vous faites la lecture de tout ce qu'on a comme infiltré dans les institutions publiques de l'État? Merci beaucoup, monsieur Ali Pascal. Je voudrais dire ici que Dieu nous a donné un grand pays. Dieu nous a donné une grande richesse. Ce grand pays, cette grande richesse font aujourd'hui objet de beaucoup d'envie des autres pays qui n'ont pas ce que nous avons. Voilà globalement la raison de l'infiltration. Mais permettez que je retrace aussi l'historique de cette infiltration dont nous sommes en train de parler, que nous sommes en train de décrier jour et nuit. On l'a dit par mon prédécesseur, il faut noter que l'infiltration a commencé d'abord avec le président Mobutu qui avait appelé les Rwandais sur notre terre. On ne sait pas les buts majeurs pour lesquels il les avait. Le président Mobutu. Le président Mobutu. Ce n'est pas Laurent Désiré Kabila. Non. Tout a commencé avec le président. Les Rwandais sont venus ici à l'époque de Mobutu. Et on ne savait pas ce qu'ils étaient venus pour quelle cause exactement faire. Oui. C'était peut-être pour des raisons sécuritaires, on ne sait pas. Deuxièmement, c'est le génocide qu'on a évoqué tout à l'heure avec les communautés Tutsi et Hutu au Rwanda. Quand ils sont venus pour se réfugier, on leur a donné de l'espace. Ils se sont ancrés sur notre sol, comme on l'a dit ici. Troisièmement, c'est avec Laurent Désiré Kabila qui va inviter les mêmes Rwandais pour que ces derniers puissent venir l'aider à chasser du pouvoir M. Mobutu qui avait instauré un régime dictatorial au pays. Quatrièmement, il faut noter les brassages. Les brassages, c'est que quand la guerre des revendications des Rwandais qui avaient accompagné Laurent Désiré Kabila au pays, sans trouver
gain de cause par rapport au contrat qu'ils avaient signé. Quand ils ont commencé la guerre à l'Est, vous allez vous rappeler que notre président Mouzé a été tué comme ça. Sûrement que les Rwandais qui n'avaient pas trouvé gain de cause dans ce qu'ils étaient en train de chercher se sont sentis lésés et ont orchestré. Alors, M. Wiki, la faute à qui? Au président congolais ou au Rwandais? Je suis en train d'y arriver et on va découvrir à qui la faute revient réellement par rapport à cette infiltration que nous sommes en train de décrier. Alors, le brassage a vraiment soutenu, renforcé cette infiltration sur notre sol, parce que quand la guerre vous est menée par les étrangers et que vous dialoguez avec eux en faisant des concessions pour que ces derniers puissent occuper aussi des grades aussi stratégiques, aussi hauts dans votre armée, comprenez que vous êtes en train de partager avec eux indirectement votre pays. La faute ici incombe à nos dirigeants qui n'ont pas su vraiment prendre des responsabilités face à cette situation. Je voudrais aussi revenir au propos de mon frère Jérémy, qui a évoqué ici l'absence des actions concrètes par rapport au démantèlement du réseau qui est en train de nous infiltrer. Là, je me dis qu'il n'a pas vraiment été sincère pour dire que sous Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, les choses ont commencé. C'est-à-dire on a commencé à démanteler ces réseaux des infiltrés et on est en train de le faire. C'est ce qui est en train de gêner malheureusement notre opposition qui s'est dit une opposition congolaise. Ce sont nos patriotes, mais quand on est en train de démanteler les réseaux des gens qui infiltrent les pays, ça les met mal à l'aise. Je me demande si réellement ils sont avec le peuple congolais. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Je veux dire ici qu'il y a parmi nous des Congolais qui sont des connivences, des mèches. Les opposants, vous voulez dire? Les Congolais, des opposants, évidemment. Le dernier cas a été arrêté il n'y a pas très longtemps. C'est encore on est en train d'étudier les cas par la justice. Mais vous sentez qu'on est en train de démanteler les réseaux. Les Congolais devaient acclamer parce que tous, nous sommes en train de décrier cette infiltration rwandaise qui est en train d'endeuiller nos compatriotes à l'Est, mais aussi en train de susciter, de provoquer la balkanisation de notre pays que nous voulons un et indivisible. Vous voyez certains Congolais en train de se mettre mal à l'aise parce qu'on a démantelé ces réseaux. Aujourd'hui, nous avons Mwanga Tchouchou, mais ce monsieur a travaillé sous le régime de qui? Il a travaillé sous le régime de Joseph Kabila, le sénateur à vie. Il a travaillé sous Mouzito, qui est le mentor de mon frère M. Jérémy Yav. Il a travaillé sous Matata Mpogno, qui est aujourd'hui opposant. Mais qui démantèle les réseaux de Mwanga Tchouchou? C'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ne mérite-t-il pas vos félicitations et vos acclamations? Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Monsieur Placide Kishuko, qui est derrière l'infiltration selon vous? Aujourd'hui, on dénonce cette action justement dans les institutions de l'État, infiltration dans l'armée, dans les institutions publiques de l'État. Qui est finalement derrière cette infiltration? Merci, M. L. Permettez-moi de réitérer un peu mon remerciement pour avoir associé à ce débat. Ce qu'il faut dire pour le débat ici, c'est que nous sommes responsables de cette situation à 90%. C'est nous Congolais, ça veut dire en priorité ceux qui nous ont gouvernés, comme on l'a appelé ici depuis M. Mobutu jusqu'à ce jour. Il est un peu malaisé d'entendre des justifications tout le temps par rapport à cette question-là. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que nous n'avons pas pris notre responsabilité. Nous n'avons jamais fait le fait que ce pays est notre seule richesse que nous avons et que nous devons prendre nos responsabilités pour pouvoir le sécuriser. C'est vrai que dans l'histoire, il n'y a d'ailleurs pas que le président Mobutu qui a permis que les Rwandais, la question ici tourne essentiellement autour des Rwandais en raison de ce que nous avons comme contentieux avec eux. Mais il faut rappeler ici qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce pays sans que l'État s'en préoccupe. Nous avons d'abord un problème, une défaillance au niveau de notre fichier de l'État civil. Nous sommes un pays qui a plus de 60 ans d'indépendance
et qui n'a aucun fichier de l'état civil. Vous avez des gens ici qui viennent faire leur business, qui viennent nous visiter et qui retournent tranquillement chez eux, et d'autres ont décidé de rester ici. Alors, par rapport à la question avec le Rwanda, le Rwanda et le Burundi, il faut reculer dans l'histoire pour dire que nous avons d'abord été un seul État sous la colonisation belge. Ce qui a fait que les gens pouvaient se déplacer ça et là. Mais à partir du moment où nous avons été indépendants, il fallait prendre nos responsabilités pour pouvoir sécuriser notre pays. Comment? En ayant par exemple un fichier de l'état civil fiable. À partir de ce moment-là, on saura que tel est né ici, tel n'est pas né ici, tel est venu à telle date pour tel objectif. Je vais donner un cas très banal mais battant, celui du général Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda a été ici, général de brigade, si ma mémoire est encore bonne. Mais le jour où M. Ntaganda a été arrêté à la CPI, M. Ntaganda, pour décliner ses identités, tout ce qu'il a donné, ça faisait référence au Rwanda. Et vous voyez, à ce niveau de responsabilité-là, un général au sein de l'armée, tout le monde sait qu'il est congolais, mais quand il est arrêté par une institution pénale internationale, celui-ci donne tout ce qu'il donne comme renseignement, et quand on vérifie sous la carte, cela se rapporte au Rwanda. Donc c'est une question très profonde, nous le reconnaissons, mais il est important que nous cessions de nous plaindre tout le temps. Le président Mobutu a fait, mais nous avons, nous, la possibilité de recadrer toutes ces erreurs-là. Mais nous ne nous sommes jamais mis sous la question. Mais M. Moukeba était en train de parler ici des gens qui ont travaillé sous Kabila. Je sais que c'est leur rhétorique pour accuser Kabila. Je tiens à rappeler ici que je ne suis pas l'avocat de M. Kabila, mais quand on parle de nation, il est important d'élucider certaines questions. Mais M. Mongachouchou, peu avant qu'il ne soit arrêté, il travaillait avec qui? Il s'est affiché plusieurs fois avec M. Tshisekedi, au Palais de la Nation et un peu partout. Alors que M. Tshisekedi vient d'une opposition qui était radicale, comme on l'a qualifié. Nous connaissions avec lui toutes ces questions-là. M. Tshisekedi ne vient pas du néant. Il était informé, il est grand connaisseur de toutes ces questions-là. Mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, je ne vois pas la différence dans la manière de procéder avec tous ses prédécesseurs. Alors, M. Placide, j'ai une question pour vous. Pourquoi, comme l'a affirmé M. Vicky sur ce plateau, pourquoi les opposants ne sont-ils pas d'accord avec le démantèlement de ces réseaux-là? Ah, mais de quel opposant est-ce qu'on parle ici? Moi, vous savez, je ne veux pas que l'on mélange tout le temps les choses. Je tiens à rappeler ici, à l'intention de vos téléspectateurs et à votre propre intention, qu'au siège national de notre parti, SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement, nous menons des activités chaque mardi de la semaine pour pouvoir dire au peuple ce qui ne va pas dans ce pays. Et dans tout ce que nous disons, il y a aussi cette question, et les figures. Nous dénonçons ces gens. S'il y a un acteur politique qui a toujours dénoncé ce qui se passe dans ce pays en termes d'infiltration, c'est le président Fayoulou. Ça, il n'y a personne ici pour me contester. Nous avons fait toutes ces activités-là pour dire au peuple ce qui ne va pas. Mais malheureusement, ceux qui sont au pouvoir, à l'arrivée, ils ont même pris des stratégies qui se sont avérées inefficaces, notamment aller négocier sur ce même plateau. Des représentants du parti au pouvoir vous ont dit que c'était la stratégie intelligente, il fallait approcher M. Kagame, il fallait négocier avec lui. Mais au finish, il n'y a rien de très spécial qui a été fait. Et ayant constaté que rien n'a été fait, ils se sont retournés contre M. Kagame. Et à ces jours, ce sont des invectives. M. Tshisekedi organise des assises avec des jeunes ici pour dénoncer M. Kagame. M. Kagame, de l'autre côté, invective contre M. Tshisekedi. Mais à la fin, il n'y a pas de mesures appropriées prises pour pouvoir régler cette question-là. Nous, SID, par exemple, nous sommes en train de proposer que notre nationalité soit ouverte à d'autres pays, à l'exception du Rwanda et du Burundi, ainsi que de l'Ouganda, parce que ce sont des pays avec lesquels nous avons des vrais contentieux. Et donc, il va falloir qu'on règle d'abord ces contentieux-là pour que nous puissions voir comment ouvrir notre nationalité à ces pays-là. Je vais vous dire ceci, M. Ali. Nous sommes dans ce pays. La vraie difficulté, c'est qu'un Tanzanien peut vouloir venir ici. Quand il arrive ici, il trouve que notre loi prône l'exclusivité de la nationalité. Alors, s'il sait qu'il y a des intérêts majeurs ici, il se camoufle. Ici, il devient aussi congolais. Il devient Bouchiri, il devient Ramazani, ainsi de suite. Il parle swahili, difficile de le dénicher. Les fichiers de l'état civil ne fonctionnent pas.
les forces de sécurité, dont le renseignement, il y a un problème. Alors nous sommes là pendant plusieurs années à nous plaindre, tel n'est pas d'ici, tel est venu, tel... Je pense qu'il faut que l'on prenne nos responsabilités, que l'on puisse attaquer les problèmes là où on doit l'attaquer, et le reste, on peut les régler, il n'y a pas de fatalité. Merci à vous, Monsieur Placide Kishiko. Je rappelle que vous êtes de l'Élicidé, parti cher à Martin Fayoulou. Mesdames, Messieurs, ce grand politique qui est justement en train de passer en ce moment, et nous parlons de l'infiltration dans les institutions publiques de l'État. On revient juste après à cette transition. Lorsque tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la... Allez-y, enchaînez-vous aussi. Enchaînez-vous aussi. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur, il crie même pour dire... Des retours justement sur ces plateaux, nous parlons de cette infiltration dans les institutions de l'État, bien évidemment. Monsieur Jérôme Baonza, une question pour vous. Alors, comment sécuriser les institutions de l'État, bien évidemment, puisqu'on est en train de dénoncer cette infiltration? Comment alors on peut sécuriser cette forme d'infiltration dans les institutions publiques de l'État? C'est vrai que ça ne sera pas facile de résoudre cette question parce que vous allez le constater que nous sommes un pays qui est tellement au centre et pendant un certain temps, il y a eu notamment les services appropriés, et là je cite notamment la Direction générale des migrations, qui n'a pas exercé correctement ses responsabilités ou sa mission, et cela a fait qu'aujourd'hui, nous avons un peu des étrangers, un peu par-ci, par-là, et qui ne viennent pas avec les intérêts, qui cadrent avec leur personne, mais aussi envoyés par la communauté internationale. Parce que ça, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous veulent du mal, ce n'est pas personne individu, c'est la communauté ou des personnes mal intentionnées qui sont à l'extérieur du pays, qui cherchent comment ruiner la RDC. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que la RDC peut-elle faire pour arriver à mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui sont infiltrées déjà dans nos institutions? Ça, c'est un travail qui exige en tout cas beaucoup plus de la réflexion et des méthodologies et aussi des techniques. Aujourd'hui, par exemple, si on passe notamment par ce que mon co-débatteur Placide a évoqué, l'enregistrement du fichier, parce que là, on va au moins identifier qui est qui. Notamment, si dans chaque commune, il y a au moins ces services qui renseignent, si quelqu'un vient nouvellement s'installer, on sait la personne vient de telle part, la personne habite telle part. C'est exactement ce qui s'est fait en Zambie, pour ne pas citer que ces pays où quand vous allez là-bas nouvellement, vous allez vous enregistrer à la commune où on doit savoir vous venez d'où, vous allez habiter où, pour combien de temps. Donc, on sait comment gérer vos mouvements. Donc, avec ça, ça permet à ce que nous ne puissions pas avoir un État infiltré. Parce que les personnes qui viennent là, ils commencent par quoi? Comme M. Placide l'a dit, ils apprennent d'abord la langue. Et quand ils apprennent la langue, les Swahili d'ici chez nous, par exemple ici au Katanga, ils ont cette possibilité d'aller apprendre aussi le français, si jamais ils viennent d'un pays où on ne parlait pas français. Et puis, ils vont faire les études d'université, et quand ils se retrouvent là-bas, et ça fait que facilement ils peuvent s'infiltrer dans nos institutions. Alors vous voulez dire une stratégie qu'il y a une faillite dans la gestion
public de l'État? Aujourd'hui, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est une évidence parce que quelles sont les actions qui sont posées? C'est vrai, il y a un effort quelque part, mais ou sinon, cet effort n'est pas suffisant. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est qu'une organisation, notamment en ce qui concerne l'enregistrement de toute personne, commençant par le niveau local jusqu'au-delà. Parce que ça va permettre à ce qu'au moins nous soyons, ou l'autorité. Parce que si vous allez aujourd'hui dans les quartiers, vous posez la question au chef des quartiers, combien d'habitants avez-vous dans votre circonscription? Ils sont incapables de vous répondre. Alors, M. Jormi, parlons d'abord de ces niveaux-là nationaux où nous voyons certains députés étrangers, mais qui se retrouvent quand même à l'Assemblée nationale. Alors, restons quand même à ces niveaux-là. Comment y remédier maintenant? Vous savez, si j'ai commencé par évoquer en étant terre à terre, c'était au fait une même solution qui est applicable aussi au sommet. Aujourd'hui déjà, c'est une évidence. Il y a des députés qui sont congolais, à moitié congolais, mais alors que ce sont des personnes qui sont envoyées. Mais écoutez, si ces personnes-là, parce qu'il faut les dire, on arrivait à les dénicher, à les démanteler, on ne va pas les laisser. Mais il faut une justice pour que ces personnes-là répondent de leurs actes, pour qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là-bas et pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés là-bas. Et ça, il faudra qu'il y ait aussi une justice qui est dissuasive, dans le sens que toutes ces personnes-là qui sont démantelées, qui sont dans des institutions, parce que c'est là qu'il faut parler. Il faut une justice dissuasive. Aujourd'hui, quand on regarde les procès de Mwanga Chouchou, vous voyez, c'est un procès, en principe, ces procès-là devaient être un procès exemplaire. Si véritablement, Mwanga Chouchou, qui s'est affiché à un certain moment aux côtés du président Félix Tshisekedi, si véritablement il n'est pas congolais, il n'est pas le seul. Justement, lui, ce n'est qu'un prototype. Oui. Il n'est qu'un prototype parmi tant d'autres. Et maintenant, il faudra que cette justice-là ne puisse pas être complaisante. Parce que si nous avons une justice qui est dissuasive, cela va donner des leçons à toutes ces personnes, à d'autres personnes qui sont infiltrées, qui ne sont pas congolais et qui sont en train de prendre des informations de la RDC et les amener ailleurs pour encore nous ruiner. Et ça va faire à ce que toutes ces personnes-là, ils vont se soustraire une après l'autre. Et nous n'aurons pas des personnes, nous n'aurons pas des institutions infiltrées. Au moins, c'est une solution. Il faudra aussi qu'on puisse marteler sous la justice. Une justice de qualité. Parce que quand on extirpe, il faut sanctionner. Merci à vous, M. Jormi Bonza, pour cette intervention. M. Vicky, comment expliquer aujourd'hui que la République démocratique du Congo est surprise par tous ces sujets étrangers? Permettez d'abord qu'on ne fasse pas sujet du président Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. J'entends de la bouche de M. Jérémy que M. Félix s'est affiché à travailler avec Mwanga Chouchou. Je l'entends aussi de la bouche de mon aîné, M. Kishiko. Il dit que M. Mwanga Chouchou a travaillé avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je voudrais savoir, a-t-il travaillé avec Mwanga Chouchou comme conseiller, comme ministre ou comme qui? Vous aurez la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Je suis en train de parler. Oui. Vous avez eu votre temps. Je ne vous ai pas dérangé. Allez-y. Mwanga Chouchou est politicien et par ricochet député national élu de l'Est de notre pays. Oui. Je ne sais pas si mes co-débatteurs ici voudraient que Félix Tshisekedi, qui vient d'accéder à la magistrature suprême, trouve un député élu et qu'il puisse l'extirper de cette députation, qu'il puisse l'éjecter. Je me dis, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que l'opposition veut concrètement. L'opposition dans notre pays nous pose un peu trop de problèmes, surtout l'opposition actuelle. Quand vous entendez des gens dire « allons-y aux élections », les élections s'approchent, ils commencent à refuser les élections.
Aujourd'hui, ils sont en train de parler, tous deux, ils parlent de l'identification des Congolais. Tous deux. Chacun a parlé de l'identification des Congolais. Un aspect déjà abordé et même projeté par Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et ils avaient refusé que l'on puisse identifier le... Non, attendez. S'il vous plaît, monsieur Jérôme. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'était un projet, vous le savez très bien, et vous avez tous condamné le fait qu'ils puissent vouloir identifier le Congolais. Vous avez voulu dire au peuple congolais que c'est une bonne façon pour c'est parmi les solutions, bien évidemment. Oui. Et pourtant, c'est parmi les solutions que vous êtes en train d'évoquer. Donc, les opposants actuels cherchent une chose et son contraire. Aujourd'hui, on est en train de décrier tous l'infiltration. On a arrêté Mongachouchou. Sous le régime de qui? Mais sous le régime de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il faut dire qu'il y a de la vigilance avec ces régimes. Cela n'a pas été fait dans le passé. Tout récemment, on vient d'arrêter encore un haut représentant, un porte-parole d'un opposant que vous connaissez très bien. On l'attrape et quand on fouille dans ses affaires, on trouve qu'il y a des ramifications, il y a des connivences, il y a des relations sérieuses avec les gens qui sont en train d'agresser notre pays. A-t-on une opposition qui peut aider les pays à aller de l'avant? J'ai dit non tout de suite. Nous avons une opposition qui est seulement assoiffée du pouvoir. Nous avons une opposition qui est prête à accepter des concessions, prête même à diviser notre pays pourvu qu'il puisse accéder au pouvoir. L'opposition actuelle n'est pas prête vraiment à aider notre pays. Ils cherchent une chose et son contraire. Je donne encore un autre exemple. Aujourd'hui, nous crions tous, nous décrions tous. Il y a un candidat qui s'est déjà proclamé candidat à la présidence de la République avec une loyauté vraiment partagée. Il y a une loi en gestation pour vraiment verrouiller certains postes clés de notre pays aux étrangers, aux personnes qui ont la loyauté partagée, mais qui sont en train de contredire, qui sont en train de stimuler notre Ce sont les opposants. Toujours les opposants. Donc, nous ne comprenons pas concrètement ce que notre opposition veut. C'est le pouvoir pour le pouvoir, au prix du sang, au prix même de la balkanisation de notre pays. Et ça, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ne le veut pas. J'aimerais revenir aussi au propos de mon aîné Kishiko, qui a parlé de Félix Tshisekedi, qui a tendu les mains à Paul Kagame dès son accession au pouvoir. Mais je me demande, qu'est-ce qu'il pouvait faire, lui qui venait à peine d'accéder au pouvoir, si ce n'est commencer par le moyen le plus pacifique possible, parce que ce n'est pas un sanguinaire. Il ne pouvait que commencer par là, jusqu'au point où il a découvert que l'ennemi commun du peuple congolais, c'est le Rwanda, et il est le premier à l'avoir dénoncé. Je note au moins deux présidents de... les premiers à l'avoir dénoncé, parce qu'on l'avertissait. S'il vous plaît, monsieur Jérôme. S'il vous plaît, monsieur Romy. S'il vous plaît. Je vous dis ici que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'est pas un sanguinaire. Nous avons connu des présidents sanguinaires prêts à tuer pour le pouvoir. Mais Félix Tshisekedi n'aime pas que les sangs puissent couler, que ce soit les sangs des Rwandais, que ce soit les sangs des Congolais, tous sont des humains. Et Félix Tshisekedi, épris de paix, épris d'amour, il ne peut pas accepter que le sang coule. Voilà pourquoi les moyens les plus privilégiés qu'il utilise pour que l'on puisse retrouver cette paix perdue à l'est de la RDC, c'est le dialogue. Bien que nous sommes en train de nous préparer aussi sur le plan militaire, parce que si le dialogue n'aboutit pas, nous serons obligés d'appliquer aussi la force pour que notre... Mais nous avons un deuxième mandat, mon frère. Merci. Un mandat certain qui va arriver. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Pas du tout. Le peuple est avec nous. Merci à vous. Le peuple a vu ce que nous avons fait et il est avec nous pour nous donner encore un second mandat. Merci à vous, monsieur. Un bilan très positif où les bases ont été installées. Merci à vous, monsieur Vicky Moukeba, pour cette intervention. Monsieur Placide Kishiko, vous avez justement entendu les interventions sur ce plateau. On accuse justement le président, les anciens présidents d'être justement à la base de cette situation. Alors, comment y remédier selon vous? Écoutant tout ce que j'ai écouté ici, j'éprouve tous les sentiments du monde. Mais permettez
question que je revienne un petit peu, parce que vous voyez, c'est les contradictoires que nous faisons ici, sur ce que M. Moukeba vient de dire. M. Moukeba, je voudrais vous dire ceci, c'est à votre intention directement. Les opposants que vous accusez, il faut savoir qu'ils sont dans leur rôle, parce que nous sommes dans une démocratie. L'opposition n'est pas là pour faire la guerre contre les pouvoirs, non. Nous sommes là pour proposer au maximum et à la limite critiquer au minimum. Par rapport à la question avec la stratégie prise par M. Tshisekedi au tout début de ce quinquennat, nous avons été les premiers à lui dire que ça n'allait pas fonctionner. Et je suis surpris que vous puissiez dire à ces peuples qui nous suivent qu'il était pacifique. Non, il ne s'agit pas de tout ça. Il a été question simplement de respecter celui qui a le plus de contrôle dans l'Afrique centrale. C'est ça la vraie vérité. Mais il a compris par la suite que ça n'allait pas fonctionner. Il a pris ses responsabilités. Est-ce que c'est tard? Est-ce que c'était tôt? C'est à vous de le dire. Sur tout autre sujet, vous accusez l'opposition de faire de l'amalgame par rapport à l'identification. Non, M. Moukeba. Qu'est-ce que nous disons, nous, au niveau de l'opposition? Nous sommes très lucides. Identifier la population, c'est une très bonne chose pour tout le monde. Mais ce que nous ne voulons pas, nous, c'est vouloir coupler l'identification de la population à des élections pour que nous ayons comme conséquence un glissement sur le plan des élections. Ça, même votre prédécesseur, M. Kabila, l'a fait. Nous y sommes opposés, j'y arrive, vous et nous dans la rue et par tous les moyens, à l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Et donc, c'est notre rôle à nous de venir vous dire que vous ne devez pas faire tout ce que vous voulez faire sur ces pays qui nous appartiennent. Pour le bien du peuple. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là aussi pour le bien de ces mêmes peuples-là. D'ailleurs, le peuple lui-même sait qui est là pour son bien et qui ne l'est pas. Par rapport à la question des gens qui ont infiltré la République, qui ont travaillé avec des régimes, je vais commencer par celui de M. Mongachouchou. Non, mais il n'est pas question d'extirper un député que l'on a trouvé à l'Assemblée nationale. La vraie vérité qu'il faut dire au peuple ce soir, c'est que M. Mongachouchou a été élu sur la liste de la FDC et allié, si ma mémoire est bonne. Et la FDC et allié fait partie de la majorité au pouvoir qu'on appelle l'Union sacrée. Il faisait partie de la majorité de M. Kabila. Il s'est affiché, nous parlons du présent, il s'est affiché plusieurs fois, il a été dans des réunions. D'ailleurs, tout récemment, quand on a reçu les députés, comment on les appelle encore, je crois que M. Vicky va m'aider à les rappeler tel qu'on utilise, des députés rondophones, congolais rondophones. C'est quelque chose comme ça, c'est vraiment des histoires. Il a été reçu plusieurs fois et on l'arrête pour faire ce qu'on appelle les ballons d'essai. Vous voyez, nous avons arrêté tel, nous sommes très forts. Non, ce n'est pas ça la force. La force, c'est de régler l'administration. Lors du dernier passage de M. Macron ici, il a dit des choses qui devaient nous interpeller. Malheureusement, comme à notre habitude, tout ce que nous avons dit, c'est non, il vient faire de l'impérialisme et il vient nous coloniser. Non. La même référence qui a été donnée ici dans le temps par M. Banza, 1994, 94 pour les Belges, nous n'avons pas été capables d'organiser notre administration. Nous sommes en train de faire pratiquement ce que ferait un orphelin de 40 ans qui se plaint toujours qu'il ne sait pas nourrir ses enfants parce qu'il est orphelin. 40 ans après le décès de son père, mais ça ne va pas, ce n'est pas sérieux. Nous devons prendre nos responsabilités à main, organiser ce pays, organiser l'administration, faire ce que doit faire un État pour qu'il soit respecté de tous. Ça, le pouvoir en place ne l'a pas fait. Bientôt, nous sommes à 6 mois ou 8 mois si j'ai fait bien les calculs de la fin du quinquennat. Si, par l'improbable, ils ne sont pas là après les élections, on aura simplement gardé des gens qui savent très bien faire les discours, ce qui n'est pas sérieux, notamment par rapport à cette question-là. Alors, pour revenir à votre question, qui était celle de savoir... Comment remédier, justement? Oui. C'est très simple. Et il n'y a aucune entité qui soit plus puissante que l'État, dans chaque nation, dans chaque État, dans chaque pays, pardon. Et donc, l'État a tous les moyens à sa disposition pour pouvoir regarder ce qui ne va pas et essayer d'y remédier. C'est notamment le cas de cette infiltration dont on parle ici. Vous avez par exemple les députés qui se font élire, je prends le cas de M. Mongachouchou parce qu'il est le plus récent. Nous avons des institutions dans ce pays qui sont censées, notamment en ce qui concerne les élections, de valider les dossiers
des candidats. Parce que pour être député, pour être président de la République, il faut passer par les élections depuis la mise en place de notre constitution de 2006. Alors, que font ceux qui ont la responsabilité de valider ces dossiers-là? Parce que c'est eux qui doivent y travailler de concert avec les forces de sécurité et de défense, notamment les renseignements. Dans les renseignements, on y voit les renseignements militaires, l'ANR ainsi que la DGM, qui doivent étudier chacun de nous. C'est ça leur rôle. Savoir qui est qui, il est venu d'où, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il est venu faire. Parce que je dois rappeler ici, M. Henry, que tous les pays du monde sont infectés. Nous n'avons pas seulement à nous en plaindre ou à vouloir pleurer pour ça, mais il faut mettre en place des mécanismes pouvant aider l'État à dénicher rapidement, comme on l'a dit par M. Banza ici, des gens qui ne sont pas conformes avec les intérêts, qui ne sont pas en conformité avec, en phase avec les intérêts de la République, les déférer devant les juges, les condamner. Ils peuvent purger leur peine ici. Les droits a déjà prévu tous ces mécanismes-là, tout comme ils peuvent être expulsés vers les pays. Merci. Je me demande, par exemple, je m'excuse, je me demande si aujourd'hui, M. Bosco Ntaganda finissait de purger sa peine dans ce pays. Va-t-il revenir ici ou il va aller au Rwanda? Donc nous sommes dans une complaisance qui ne dit pas son nom. Quand on propose des choses pour faire avancer les pays, on nous dit non, c'est une petite opposition, comme aime à le dire l'un de mes co-débatteurs qui n'est pas ici, je ne vais pas citer parce qu'elle ne sera pas, c'est des femmes, la petite opposition revancharde, tout ça. C'est la même rhétorique. Nous devons prendre nos responsabilités à main, essayer de voir ce qui ne va pas et y remédier. L'État a tous les moyens possibles pour pouvoir faire ce boulot-là. Merci à vous, M. Placide Kishiko, pour cette intervention. Mesdames, Messieurs, deuxième partie de cette émission après cette transition. Lorsque tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur, il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé... Des retours justement sur ce plateau, deuxième partie, justement, émission. Nous allons devoir évoquer la question sur la répartition des sièges dans ces projets de loi déjà adoptés à l'Assemblée nationale. Monsieur Jérôme, Monsieur Vicky, ainsi que Monsieur Placide, vous allez justement devoir placer un mot, un rapport avec cette loi sur la répartition des sièges déjà adoptée à l'Assemblée nationale, une loi qui est déjà en seconde lecture au Sénat. Monsieur Jérémy, quelle est votre perception ou quel est votre mot par rapport justement à cette loi sur la répartition des sièges? Merci Monsieur Ali pour cette question. C'est qu'il faut premièrement rappeler que la CENI aujourd'hui, en tant qu'organe, en tant que pouvoir organisateur constitutionnel des élections dans ces pays, n'a pas seulement l'objectif de réussite de scrutin, mais aussi consolider la démocratie, aussi consolider la paix et la stabilité des institutions. Et ça figure dans l'exposé des motifs de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, qui a été modifiée en 2021. Mais nous avons assisté aujourd'hui à un fichier électoral que nous, Nouvelle Élan, nous avons proposé. Nous n'avons pas seulement critiqué, mais nous avons proposé parce que nous sommes une opposition qui est dans l'intelligence, une opposition savante qui ne se limite pas seulement à critiquer, mais à proposer. C'est vrai que ça nécessite un peu de la pédagogie pour faire comprendre comment est-ce que la CENI, se basant sur un fichier électoral de 43 951 841 000
43 951 841. Voilà, j'y arrive. Oui. Ça, c'est le fichier électoral que la CENI a proposé. Et ce fichier électoral est incomplet, voire même partiel. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 territoires dans notre pays qui n'ont pas connu d'enrôlement. Il y a les territoires des Kwamut, dans la province de Maïndombe. Il y a les 2 territoires dans la province de Nord Kivu, les territoires des Massissi et des Rutshuru. Dans ces 3 territoires, il n'y a pas eu élection, il n'y a pas eu enrôlement. Mais maintenant, la CENI a proposé la répartition des sièges sur un fichier électoral qui s'élève au montant que je citais. Et pourtant, il n'y a pas encore enrôlement. Ce qui fait que si aujourd'hui, parce qu'il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, s'il arrivait qu'il y ait enrôlement ultérieur, cela va impacter les fichiers électoraux parce que la CENI s'est basée sur les fichiers électoraux de 43 millions et ainsi de suite, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Le nombre de sièges s'élève à 500. Et pourtant, dans ces 3 territoires, il n'y a pas élection. Alors, il n'y a pas eu enrôlement. Ce qui fait que la CENI s'est basée sur un fichier électoral faux. Et pourtant, dans ce genre de cadre, parce qu'on a réservé pour le 3 territoires 16 sièges, ce qui fait qu'on devait en principe se baser sur le nombre de sièges à pourvoir, c'est-à-dire 484 sièges à pourvoir, qu'on devait diviser, plutôt qu'on devait prendre le fichier électoral de 43 millions, divisé par le 484 sièges à pourvoir. C'est là la démarche devait être faite. Mais malheureusement, la CENI a proposé. Et aujourd'hui, vous avez vu les forcings que le pouvoir est en train d'utiliser aujourd'hui. Les forcings, c'est que il n'y a pas eu... C'était pratiquement 300 députés qui ont avalisé ces projets ces projets de loi portant répartition des sièges qui a été avalisé par les 300 députés et envoyé à la Chambre haute du Parlement pour une seconde lecture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la CENI est en train de nous amener vers des élections chaotiques, vers des contestations, ce qui ne va pas être une bonne chose pour la consolidation de la démocratie. Et il faut le rappeler que le membre de la CENI, permettez que je puisse chuter pour que je ne sois pas décousu. La CENI, les membres de la CENI ont eu à prêter serment de respecter la Constitution et les lois de la République. Et aussi de respecter leurs fonctions. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas admettre que la CENI puisse passer par ce chemin qui n'amène nulle part. Merci à vous, Monsieur Jérôme, de cette intervention. Monsieur Vicky, votre mot en rapport avec justement cette répartition des sièges, cette loi de la répartition des sièges. Nous voudrions ici dire à tous les peuples congolais qui sont en train de nous suivre de ne pas se laisser distraire. Pour une fois, nous connaîtrons les élections les mieux organisées dans notre pays sous Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Quant au fichier électoral qu'on est en train de décrier, c'est un fichier électoral qu'on a récemment nettoyé. On a enlevé les doublons, on a éradiqué les mineurs qui y étaient. Il faut féliciter la CENI pour ce grand travail. Maintenant, quant à la répartition des sièges, c'est au prorata du nombre de sièges et du nombre de personnes qui se sont fait enrôler que l'on doit faire la répartition du siège. C'est ce qui a été fait. Je reviens encore pour dire que notre opposition veut toujours une chose et son contraire. On ne comprend pas que les gens qui insistent, qui disent que en décembre 2023, il doit y avoir des élections. Mais quand on va avec eux aux élections, sans une partie du pays qu'ils connaissent bien en guerre, mais pour qui on a réservé des sièges, cela devient encore un problème. Est-ce qu'ils aiment les élections réellement ou ils veulent toujours une table ronde pour qu'ils reviennent aux affaires? Je comprends ici qu'il y a des faux fuyants.
il faut dire clairement ce qu'ils veulent, que commencer à spéculer inutilement. Ils parlent du fichier électoral où on a pris le nombre d'électeurs, on a divisé par 500, alors qu'on devait diviser par 400. Est-ce qu'il a fouillé pour savoir si réellement... Mais c'est une évidence, dans les 3 territoires, il n'y a pas eu un enrôlement. Monsieur Jérôme, il n'y a pas eu un enrôlement. S'il y a un enrôlement, ça veut dire que cela va gonfler les fichiers électoraux. C'est de la science. Monsieur Jérôme, c'est de la science, monsieur Vicky. Monsieur Jérôme, s'il vous plaît, on est en train de chuter. On ne peut pas prendre le nombre d'électeurs divisé par 500. On a divisé par les nombres qui est resté alors qu'on a réservé... Non, non. Monsieur Jérôme, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas ça. Alors, monsieur Vicky, enchaînez vos idées. Enchaînez. Les élections qui viennent seront les mieux organisées. Sur un fichier électoral provisoire, il faut le dire. Un fichier électoral provisoire, oui. Vous l'avez confirmé. Pour des raisons que vous connaissez très bien. Des raisons telles que nous avons une partie de notre territoire qui est en guerre, on ne sait pas enrôler les gens, on est en train de militer pour que la paix puisse regagner sur cette... C'était une contrainte que la CENI avait déjà prévue, avait déjà dit au gouvernement. S'il vous plaît, monsieur Jérôme. Mais le gouvernement, malheureusement, n'a pas pris de précautions. Monsieur Jérôme, s'il vous plaît, tolérance, s'il vous plaît. On ne pouvait pas aller aux élections sans la partie est de notre pays. On ne pouvait pas non plus refuser d'organiser les élections parce que nous avons la guerre à l'Est. Voilà pourquoi la proposition la plus idoine, c'était celle de réserver les sièges afin que nous puissions aller aux élections, parce que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a dit qu'il ne peut pas violer notre constitution. Donc, ne mentons pas notre peuple qu'il n'y aura pas d'élection, qu'il y a un fichier corrompu. Ce n'est que les avis de faiblesse, les aveux plutôt de faiblesse de l'opposition qui n'est pas prête à affronter. C'est vous qui n'êtes pas prêt. Merci à vous, monsieur Vicky, pour cette intervention. Monsieur, sur un fraude électorale. Monsieur Placide Kishuko, nous allons justement finir par vous. Votre mot en rapport avec cette loi sur la répartition des sièges déjà adoptés à l'Assemblée nationale. J'ai vu mon frère Moukeba ici vraiment en difficulté en raison de son appartenance politique, amené à dire ce qu'il ne pense pas. C'est vraiment en difficulté. Monsieur Ali, il dit vraiment des choses qui ne sont conformes ni à la justice ni à la vérité. Et M. Moukeba, c'est un homme que je connais, je ne veux pas tourner autour de lui, mais tout ce qu'il dit ne le pense pas. Pourquoi je dis qu'il ne le pense pas? Parce qu'il doit avoir une ligne de défense sur ce plateau, mais intérieurement, ce n'est pas ce qu'il pense. Pour paraphraser le président Fayoulou, ce fichier électoral est un torchon, comme il a dit. C'est tout sauf un fichier électoral. Pourquoi? Vous avez assisté à des opérations d'identification et d'enrôlement les plus chaotiques depuis que nous avons mis en place les élections dans ce pays. Vous avez vu M. Kadima faire appel à ses amis, à un club d'amis fermé, pour venir auditer un fichier qui concerne tout un peuple. Ça c'est très grave. Personne ne peut concevoir ces choses-là. Et donc, par rapport à la loi qui a été adoptée, M. Ali, sur ce même plateau, je vous ai dit que les députés que nous avons sous cette législature, c'est des députés affairistes. C'est des gens qui ne voient que leurs intérêts. Parce que cette loi, en fait, là où il y a un parlement sérieux, cette loi ne devait même pas être examinée. Elle devait simplement être reçue parce que ça, c'est tout à fait normal, mais ne pouvait pas être examinée. Je tiens à dire ici qu'un pays comme la Guinée-Bissau vient d'organiser des élections normales, alors que c'est un pays abonné au coup d'État et politiquement très instable d'Afrique, où l'opposition a remporté la majorité des sièges et les pouvoirs l'ont répondu tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y avait un fichier électoral fiable, il a été audité dans les normes, il y a une loi qui organise les élections, que toutes les institutions chargées de veiller aux élections ont protégé. Ici, ce n'est pas le cas. Tout ce que nous faisons dans ce pays, c'est, comme on l'a dit ici, avoir les pouvoirs pour le pouvoir. Nous avons fait des reproches matin, midi, soir à M. Kabila, mais une fois que nous sommes là, une fois que l'UDPS est au pouvoir, l'UDPS est même en train de s'efforcer pour dépasser les exploits de M. Kabila. Du point de vue négatif. Donc, nous sommes en train d'observer, je me rappelle au début de ce quinquennat, M. Mosito disait qu'il n'y aurait pas d'investisseurs ici dans ce pays en raison de la crise
qui a suivi les élections de 2018, on a traité de tous les mots. Alors que c'était simplement un intellectuel qui s'est projeté dans l'avenir, qui voyait comment est-ce que les choses allaient se passer. Alors, concluez. À ce jour, est-ce que M. Mozido n'a pas raison? C'est vrai que je ne suis pas porte-parole de M. Mozido sur ce plateau, mais est-ce qu'il n'a pas raison? Quel est l'investisseur qui est venu ici? Il n'a fait que voir loin. Or, nous sommes en train de reprendre le même schéma qui peut encore nous amener dans la même situation. Ça veut dire qu'il va bloquer davantage le pays parce qu'on est toujours en train de dire l'opposition a dit l'opposition, mais c'est notre rôle. Nous rappelons que c'est notre rôle de veiller, de faire les contre-poids du pouvoir pour que le pouvoir ne puisse pas faire tout ce qu'il veut de ces pays qui nous appartiennent tous. Et donc, nous avons besoin d'un fichier électoral fiable, d'une loi sur la répartition des sièges qui reflète la vraie réalité sur le terrain. Vous avez des endroits où, en 5 ans, les députés dans une circonscription s'élevaient à 2 qui sont devenus à 6. Comment on peut expliquer ça? Même les meilleurs statisticiens du monde ne peuvent pas comprendre ce phénomène-là. Et donc, les pouvoirs est dans la logique de faire en sorte qu'il conserve, qu'il ait une majorité au Parlement pour pouvoir la manipuler comme à ce jour. Et ainsi, le pouvoir se permet de gonfler les choses comme il a déjà tout le monde à sa pause. Merci. Et ça, c'est très grave. Ça ne peut pas faire avancer les pays. Nous devons faire des choses qui puissent aider les pays à avancer parce que c'est tout ce que nous avons comme comment dire, tout ce que nous avons comme dénominateur commun. Merci à vous, Monsieur Placide Kishuko. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons parlé de cette infiltration dans les institutions de l'État, bien évidemment. Et en deuxième partie, nous avons parlé de cette loi sur la répartition des sièges. Et pour en parler, j'ai reçu pour vous des personnalités politiques. À l'occurrence, M. Jormi Bonza, il est du Nouvel Élan. Merci à vous, M. Jormi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Ali. Merci à mes co-débatteurs d'avoir discuté de façon républicaine et aussi démocratique sur les questions de la République, parce que c'est même ça une façon pour avancer les choses dans notre pays. Merci. Nous avons également reçu pour vous M. Vicky Moukeba. Il est de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci à vous, M. Vicky. Merci beaucoup, M. Ali Pascal. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, mais aussi à mes co-débatteurs qui ont permis que du choc d'idées puisse jaillir la lumière. Merci également à vous, M. Placide Kishuko. Vous êtes de l'Hélicidé, parti à Martin Fayoulou, d'avoir participé à cette émission. C'est nous qui vous remercions, M. Ali, infiniment. Merci à Fire Télévision, à mes deux co-débatteurs de ce soir et à tous vos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Au prochain rendez-vous. Ciao. Lorsque tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la... Allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci.